Méthodologie, approche qualitative. Chapitre 1, objets, méthodes et données criminologiques. Définition. C'est un champ de connaissance des sciences humaines et sociales né au XIXe siècle. Donc c'est une discipline reconnue avec un diplôme dont les objets sont le crime, la déviance, les différentes formes de criminalité, les situations problèmes. Le premier objet principal de la criminologie est la criminalisation. On a d'abord la criminalisation primaire, donc la manière dont les lois sont faites, et la criminalisation secondaire, donc comment les lois sont appliquées. Les objets de la criminologie donc, sont des comportements ou personnes dites déviantes jugées par la société comme non conventionnelles. On a le passage à l'acte ainsi que la réaction sociale. La réaction sociale se fait de manière pluridisciplinaire. C'est ce que l'on dit ou fait des déviants. Les institutions décident de la délinquance et des mesures punitives. On n'a pas de jugement moral au niveau des sciences. On a un détachement du sens commun. Et on se rend compte que les politiques sont de plus en plus présents sur les questions de la criminalité. Différents thèmes de recherche. On peut avoir des rapports avec la criminalité dans les carrières militantes, notamment les gilets jaunes, le G7, le J8, la cyberaddiction, les processus de dépénalisation, notamment l'adultère ou encore l'avortement, les institutions pénitentiaires et les conditions d'incarcération, l'activisme féministe, la détention des enfants migrants. 1.1. Y a-t-il une méthode de recherche propre à la criminologie ? Petit a. Qu'est-ce que la méthodologie ? C'est une réflexion sur les méthodes, comment mener une recherche. Il n'y a pas de technique spécifique propre. Les champs de connaissances comprennent des dimensions éthiques dont les objets se chevauchent entre domaines de connaissances. La réaction sociale. Il y a 3 axes. Ceux qui font la loi, ceux qui les appliquent et ceux qui les enfreignent. Par exemple, pour répondre à la question « Pourquoi les juges sont-ils plus sévères avec les étrangers ?», il faut bien connaître la sociologie des professions, c'est-à-dire la manière d'exercer, donc savoir que la loi est un outil parmi tant d'autres, savoir aussi qu'il y a des coopérations avec d'autres institutions, comme les juges, et qu'il y a aussi une acculturation entre les magistrats, qui vont reproduire des pratiques. Concernant le passage à l'acte, au niveau de la situation, il considère qu'il y a une influence de l'environnement sur les gènes. Au niveau biologique, il y a un gène de la violence qui va être influencé ou non dans les familles, dans les quartiers de vie spécifiques. Il n'y a pas une méthode. La criminologie utilise différentes méthodes de différentes disciplines de sciences sociales. Les méthodes quantitatives vont transformer les paroles en chiffres. Ce sont des données plus dures mais moins explicatives. Les méthodes qualitatives sont des observations de groupes sociaux. On retrouve notamment l'école de Chicago, aller sur le terrain, des entretiens, des documents juridiques, des archives, etc. En conclusion, il n'y a pas de méthodologie particulière, mais il y a une attention accordée à l'objet et aux particularités des données. Ce n'est pas comme une recette de cuisine qu'il faut suivre. Il faut adopter une posture éthique et scientifique. Tout le monde a sa vision, son avis, sa pensée sur la délinquance. Le premier fait, c'est la rupture épidémiologique. Rupture avec le sens commun, afin de situer l'objet dans son contexte. 1.2. Particularités liées aux données. Introduction. Nos recherches portent sur des objets moraux. Donc le travail doit être sur soi. Il faut lire des articles, se faire sa propre idée. On porte le poids de son histoire et de la société. La méthodologie demande une réflexion préalable. Afin de récolter des données, il faut y avoir une question épistémologique, donc c'est-à-dire une problématisation. Il faut d'abord faire état de la connaissance, rompre avec le sens commun et les prénotions. Kaminski parle du fait que la méthode est une boîte à outils. Il faut puiser pour serrer et desserrer les boulons de la pensée, c'est-à-dire construire et déconstruire. Accès au terrain et aux données. Hidden population. Les personnes font des comportements qui sont cachés. Les activités qui sont commises sont interdites. On parle alors d'underground. Il n'y a pas de détection. Ces personnes se cachent pour éviter le contrôle social, informel et formel. Hidden data, dark number.
Donc les archives de la police sont une image réduite de la criminalité. Elles ne concernent que les plaintes et les activités policières. Le chiffre noir correspond à tout ce que la police ne prend pas en compte dans ses statistiques. Aussi le couvercle politique posé sur certaines données. Par exemple, quand il y a eu une enquête de l'INCC sur les juges qui renvoient trop de jeunes en IPPJ, ils ont été obligés de garder l'anonymat des juges. Il y a des statistiques ethniques qui correspondent au contrôle au faciès. Les big data, par exemple, pour Google ou Facebook, il est impossible d'avoir accès à ses propres données. Les secret stories. Donc quand on interroge les victimes, ça peut être compliqué en fonction des circonstances, notamment si les faits se sont passés dans la famille. Les déviants aussi ne vont pas vraiment parler, donc c'est une stratégie de défense. Et l'histoire délinquante est secrète, donc déjà pour le délinquant, mais aussi pour les institutions, notamment avec le secret de l'instruction. On a aussi les forbidden talks, donc ce sont des dimensions de secret professionnel. Il faut éviter en tant qu'étudiant, quand on fait une étude, de dire qu'on fait de la criminologie parce que ça peut avoir un impact stigmatisant. On a une culture du secret même sans les injonctions. Par exemple, le policier qui dit « circuler, il n'y a rien à voir ». En conclusion, la délinquance est très cachée, mais tout le monde en parle. On a une inondation de données, de discours sur les questions de criminalité. On a une surmédiatisation et c'est un terrain propice à toutes les opinions. Tout le monde a un avis, tout le monde est devenu expert de la question. La solution, c'est d'analyser les formes culturelles du crime qui sont relayées dans les médias, reprendre la main sur le sens commun. Les difficultés à cerner et saisir les objets. Il existe des catégorisations de la criminalité. Elles sont légales, elles sont construites à partir de plusieurs réalités et ces catégories sont présentes dans l'espace social et donc déterminent la création de la criminalité. Premier problème, on nomme des acteurs et des concepts en fonction de dispositifs institutionnels qui les ont construits. Donc il est difficile d'utiliser son propre langage scientifique. Les objets sont cernés non pas par le criminologue lui seul, contrairement à la génétique. Le second problème, ce sont les données auto-enregistrées par le pénal. Elles sont construites et conçues par l'appareil de réaction sociale. Et en plus, ce n'est pas l'appareil de l'action sociale qui va choisir réellement ces données, parce qu'elles viennent de plaintes, de signalements. La police n'est que très rarement proactive. La relation entre enquêteur et enquêté, enveloppée dans un contexte conflictuel. On a un rapport de domination, de tension du monde dans lequel on intervient, avec des conflits dans les rapports sociaux, qui font que, du coup, quand on va interroger des personnes, ils peuvent se demander si on n'est pas de la police. Il faut, du coup, dans ce cas-là, garantir l'honnêteté, donc garantir l'anonymat, etc., négocier, valoriser la personne qui ne connaît pas les recherches, prendre le temps d'exposer les buts de la recherche et, attention, utiliser le langage courant. Terrain sensible et difficile. Donc terrain en tant que terme, c'est un vocabulaire de recherche qualitatif. L'école de Chicago a été le précurseur des enquêtes de terrain. Le terrain est dit sensible quand on va voir des pratiques illégales, de fortes stigmatisations, des situations de terrain marquées par la violence, le danger ou la souffrance. 1.2.1 Les drogues. Donc c'est un sujet dont les politiques publiques sont très friandes. Elles nous parlent des effets sur le corps, l'usage, etc. C'est un sujet très contentieux et qui est énormément absorbé par la police et la justice pénale. En 2018, on a le plan Stroom-Plan, donc qui est en relation directe avec la guerre à la drogue qui se passe aux USA. On a un afflux de stupéfiants par Anvers, donc c'est de la cocaïne de Colombie. On est dans un contexte de tolérance zéro avec les conteneurs qui vont être tous scannés. On va créer des forces particulières qu'on va appeler Califorce
avec une quarantaine de personnes, dont des policiers, des personnes du parquet, des douaniers, qui vont mener des actions intégratives. Guerre de la drogue. La première étape, c'est la prohibition. Le but est donc l'éradication. On est dans un contexte où avant, avec la colonisation, les drogues rapportaient de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, avec la décolonisation, elles deviennent un problème. Donc du coup, les politiques vont avoir une ligne de vertu, vont présenter tous les problèmes de santé liés à l'usage des drogues, avec aussi des compositions sur les stupéfiants et le monde diabolique, comme le jazz, etc. On va avoir des politiques de prohibition en 1906 puis en 1919-33, avec la prohibition de l'alcool. Sur 25 ans, il y a 25 000 médecins qui vont être condamnés pour avoir soigné des junkies. On va repenser les politiques des drogues. Il va y avoir un échec de la guerre. Donc, du coup, un relâchement, une légalisation de la marijuana aux USA, au Canada l'année dernière. On va mettre aussi en place des salles de shoot pour avoir un déplacement du problème des drogues par rapport aux conséquences sanitaires et sociales. L'idée de la prohibition, c'est la peur de la sanction, donc du coup qui empêcherait la consommation. Ça sous-entend que l'usager est rationnel. En 1930, il va y avoir des recherches scientifiques sur les effets délétères du cannabis par l'administration américaine. Howard Baker va montrer que cette étude est complètement trafiquée pour avoir une opportunité et faire accepter les politiques de répression. Il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de nocivité. La seule chose qui est un petit peu nocive au niveau de l'usage du cannabis, c'est au niveau pulmonaire, mais surtout à cause du tabac. Les effets pervers de la répression. En Russie, notamment, la répression est tellement importante que du coup, ils ne font pas de prévention sanitaire et sociale, donc pas de salle de shoot. Du coup, on a une expansion du VIH parce qu'il n'y a aucune prise en charge. La prohibition va dévorer aussi tous les moyens de force de l'ordre et va encombrer les prisons et les justices parce qu'en plus, ça va impliquer un manque de moyens. Les trafiquants s'enrichissent pendant les périodes de prohibition parce que du coup, ils peuvent faire augmenter les prix. Il y a des conséquences aussi écologiques des politiques des États-Unis, notamment en Amérique du Sud, dans lequel ils vont détruire les plantations et du coup, ils vont aussi toucher potentiellement des zones protégées. L'un des plus répressifs concernant les drogues, c'est la France, alors que le taux d'expérience des jeunes est de moins de 17 ans, donc c'est le plus important. On a des mensonges sur les dangers qui font que du coup, l'information n'est pas honnête. Les débats sont dominés sur le registre de l'émotion, de la valeur morale. Ce sont des débats souvent binaires. Le cadre de pensée morale, c'est que les drogues sont un danger car illicites. Par contre, il existe quand même des drogues licites. Donc, ce sont des médicaments qui sont absents des politiques pénales. Et pourtant, est-ce qu'ils sont réellement absents de danger ? Bernard Rox va dire que les produits licites peuvent faire autant de dommages sanitaires. Il y a des morts à cause du tabac, des overdoses à cause de l'alcool. Les politiques antidrogues sont aussi utilisées pour stopper les contestations des jeunes, notamment en France après mai 68. Les jeunes sont présentés comme des drogués, donc du coup il va y avoir des politiques contre les stupéfiants. Les politiques sont différentes aussi en fonction de la population. Notamment aux États-Unis, on va parler d'épidémie de crack. C'est une consommation majoritairement nord-américaine que l'on va retrouver en prison. Contrairement à la crise des opioïdes, qui est une consommation plutôt caucasienne et qui est gérée comme un problème sanitaire et non pas pénal. On a Korkorev qui va parler des motifs de l'arrivée des stupéfiants en France, et notamment l'héroïne. Donc il va situer ça au niveau de la désindustrialisation. Donc on a des banlieues avec des classes populaires issues de l'immigration. Les ateliers vont fermer, donc l'accès à l'emploi est compliqué. Finalement, les gens n'ont rien à faire et la consommation reste une activité. On a une mutation des usagers.
Au départ, c'était des usagers vendeurs qui vont au fur et à mesure devenir des non-usagers revendeurs. Ils cherchent à faire du business. On a un deal de mutation. Au départ, ça se passait dans les appartements, maintenant ça se passe dans les rues. Les jeunes sont éduqués dans la culture du marché et ils vont reprendre les codes de ce marché. Jamoul va parler aussi d'économie souterraine. Donc c'est un lieu de structuration sociale et de culture des jeunes. Le dealer va chercher à faire des gains. Il va s'approprier la loi du marché qui est valorisée dans nos sociétés. La pression des politiques vont favoriser la professionnalisation du deal. Ce sont des exclus du système qui vont reproduire donc le système capitalisme auquel ils n'ont pas accès. Et la police n'arrive jamais au bout parce que 2 personnes en prison, c'est 3 personnes en relève. 1.2.2 Data gueule, la prison. Inefficacité des courtes peines et suivi post-pénitentiaire. Le gouvernement ne va pas respecter les données scientifiques. On a par exemple au niveau des jeunes aucune décision de fermeture des IPPJ alors qu'on a une baisse de la criminalité. Encore pire, on a des mesures chocs des magistrats sur les jeunes qui, pour les calmer de façon plus directe, vont les amener directement en IPPJ. Il y a certains travailleurs sociaux qui s'ennuient et les jeunes sont stigmatisés à l'extérieur par rapport à la scolarisation notamment, mais aussi à l'intérieur dans la criminalité parce qu'ils vont gagner en échelon. On a une augmentation des moyens qui sont donnés à un système qui fait que le système va de plus en plus les utiliser. On a un investissement des prisons, donc on va augmenter le nombre de prisons, ce qui va faire qu'on va augmenter les peines de prison. L'enfermement ne permet pas de soigner les personnes. On a une augmentation dans la population carcérale et un manque de suivi. Donc il faut avoir un discours différent des médias et différent du sens commun. Il faut traduire la réalité par les représentations, les concepts scientifiques, refroidir la charge morale. On a une crise de l'information, on est de plus en plus coupé de la recherche scientifique ainsi que des journaux écrits et les personnes sont de plus en plus dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le problème c'est que ce sont des algorithmes qui mettent les gens dans l'entre-soi. On a accès à certaines informations mais pas à l'ensemble des informations. Et il n'y a pas non plus de débats éditoriaux sur ce qu'il va y avoir dans le fil d'actualité. Il faut sortir du sociocentrisme, donc observer des comportements d'un groupe à partir des valeurs et des expériences que l'on trouve dans son propre milieu social, ce n'est pas possible. Il faut sortir de notre conditionnement. Sortir aussi de l'ethnocentrisme, donc c'est observer la population ethnique différemment à partir de nos propres normes culturelles. 1.3 La recherche qualitative en criminologie. 1.3.1 Know-how, 3 dimensions. Donc on a l'approche naturaliste, N, donc étudier les phénomènes dans un contexte naturel, les maisons, les cités, pénétrer les lieux, aller dans la vraie vie. L'approche interprétative, I, interpréter les phénomènes, leur donner un sens, avoir un intérêt pour la matière dont les acteurs sociaux interprètent eux-mêmes leurs actes, comprendre les motifs de l'action. On va aussi utiliser le terme d'acteur parce que ça veut plus impliquer des personnes agissant qui ont des raisons d'agir. Les acteurs sont agissants, ils ont des comportements et des pratiques différentes qui nous permettent d'avoir accès à la diversité. Approche en profondeur, donc deep, D. Donc c'est construire de la réalité par l'investissement à long terme du milieu qu'on va approcher. On ne cherche pas juste à extraire des données. Goffman dira par rapport à Insider, on n'arrive pas du jour au lendemain dans un milieu. 1.3.2 Émergence de l'école de Chicago. Au départ, on a le paradigme du passage à l'acte en France au XIXe siècle. La criminologie s'inscrit dans le positivisme. Elle est axée sur les causes de la criminalité, les mesures et la prédiction. Donc c'est une visée pragmatique de la criminologie qui a pour but d'être l'un des fondements de politique pénale et des pratiques d'intervention de lutte contre le crime, afin de produire de l'ordre. C'est une conception européenne jusqu'en 1960.
Les méthodes qualitatives vont être influencées par l'école de Chicago et notamment la sociologie de la déviance de Goffman et Baker. L'argument en faveur de l'entrée de cette méthode, c'est la connaissance de l'intérieur pour appréhender les modes de vie, les attitudes et les pensées. Donc ça, c'est en profondeur. Donner la parole aux acteurs et non au discours sur un groupe. Préférer l'induction à la déduction, qui va avec le refus d'une prétendue neutralité du chercheur. Dans l'école de Chicago, il va y avoir un enseignement spécifique à la méthode qualitative à partir de 1960, qui va amener l'émergence d'un laboratoire de recherche, mais aussi la formation des étudiants qui seront de futurs chercheurs. L'influence socio de Chicago, enquête de terrain. La sociologie interactionniste symbolique. Donc c'est un courant psychosocial, notamment avec Mead. L'humain est une personne sociale qui a besoin d'interaction. Sa manière de fonctionner et de se voir dépend de ce que les autres lui renvoient. Il a une capacité d'objectivation de soi. On est capable de se voir fonctionner. On va donc faire des recherches sur les approches qualitatives de contrôle social en relation avec les théories de l'étiquetage. On arrive ensuite au paradigme de la réaction sociale entre 60 et 70. Donc c'est une manière dont les instances de contrôle vont faire du pénal et vont construire la réaction au crime, notamment avec les statistiques, par exemple policiers. On va avoir des analyses de trajectoire, de carrière, de développement de la délinquance. On va retrouver Sutherland ou Baker qui vont parler de la réaction à l'étiquetage en racontant la vie en détail de certaines personnes et sur le long terme. La question du paradigme, comment on construit le crime. Focus sur Chicago School. Pourquoi Chicago ? La ville de Chicago va être en pleine expansion à cette période-là, avec beaucoup de problèmes, notamment de mafia, de prohibition, un problème démographique. Les recherches. Avant, on avait des recherches statistiques et sociales marquées par le moralisme. Donc c'était plus du journalisme d'enquête que du journalisme social. Le but, c'est la production de solutions aux problèmes sociaux concrets et aux problèmes politiques. Donc sur la question de l'immigration et l'intégration des migrants. La communauté est totalement différente et les communautés doivent cohabiter ensemble. On parle alors de bouillon. Il y a une opposition et une vision raciste aux USA. Anderson, The Hobo, 1923. Donc il va décrire les hobos dans le milieu qu'il a lui-même fréquenté. Parce qu'en fait, pour pouvoir payer ses études, il travaille dans les chantiers et donc du coup, il a accès à cette population. C'est une méthodologie propre qui ne peut pas réellement raconter. Ce sont des personnes qui vont travailler en fonction des saisons, qui bougent tout le temps, qui évoluent dans la précarité, qui se déplacent en permanence en fonction des opportunités. Il y a une totale sous-culture. Ils utilisent des transports, notamment les trains de marchandises énormes qui traversent de long en large les USA. L'analyse d'Anderson va être sur les manières de vivre, les bagages préalables. C'est une culture, un ensemble de normes et de valeurs qui se cristallisent par des institutions. Notamment, on trouve des friperies, des cantines de fortune dans lesquelles ils vont tous se retrouver. Ils sont totalement à l'extérieur de la consommation de maths. On a le mythe de la route, de la solidarité inter-hobo qui vit d'une intellectualité riche et engagée. On va avoir Shaw qui va écrire The Jack Roller. Donc, il va avoir une méthode ethnobiographique. Il va étudier 2 ou 3 figures jeunes polonaises, dont un pendant 6 ans. Il va donc dévoiler son point de vue en l'interviewant sur comment il se fait voir par la société en tant que délinquant. Donc du coup, ça va être une recherche en profondeur sur les jeunes de quartier, leur famille, les routines, le quartier en lui-même. Chicago est l'acteur social.
Donc l'acteur social, c'est en opposition avec l'agent social de Durkheim, parce que pour Durkheim, l'agent est agi par les institutions. Donc le subjectivisme de l'individu n'a pas d'importance, c'est une vision holistique. Tandis que l'acteur social agit. Il est l'objet essentiel de la sociologie, il est l'acteur dans le monde social. Donc là, c'est plus une conception comme Weber, on parle de conception atomistique. Chicago et la méthode. Donc c'est contre la sociologie dans la tour d'ivoire avec des statistiques. On rentre dans une conception de la recherche de terrain qui utilise des outils d'autres disciplines. Par exemple, l'anthropologie ou l'ethnologie, donc c'est-à-dire l'observation en accédant au sens plutôt que de décrire simplement les choses. On essaye de comprendre pourquoi certaines tribus dansent avant de partir en mer, etc. On veut dépasser son cadre de référence, on veut dépasser l'étonnement des autres cultures. Par exemple, Thomas, pour analyser la vie des paysans polonais, va introduire dans sa recherche des documents qui reflètent la vie sociale de ce temps-là, donc c'est-à-dire des journaux, des courriers, des discours politiques. Chicago et la ville. Donc on a une sociologie urbaine. La ville est un terrain. On est dans un tournant au niveau du développement des villes qui se font à la verticale, avec les gratte-ciel. On a aussi des constructions de ghettos, ce sont des phénomènes qui poussent à l'enquête. On va observer les adaptations, les transformations des normes sociales. Shaw et McKay vont parler de désorganisation sociale. Peu importe l'origine ethnique, la délinquance ne bouge pas dans la ville. Il y a des cercles concentriques qui déterminent les quartiers qui vont rester. Donc du coup, la population bouge, mais la délinquance continue dans certains quartiers. Donc ce n'est pas la population qui fait la délinquance, mais plutôt le quartier en lui-même. 1.3.3. La posture de non-jugement. Absence de jugement moral sur les personnes et les phénomènes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de moralité. Du coup, on peut se poser la question de si on est plus proche du déviant ou plus proche du contrôle social. Il faut avoir un regard critique sur les instances. Il ne faut pas avoir une indifférence morale sur les déviants. L'intérêt est de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas parce qu'ils sont simplement considérés comme coupables. Il ne faut pas réduire l'autre à sa culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une culture d'excuses. La science n'a pas à condamner moralement et ça n'empêche pas les gens de comprendre. Kaminski parle du fait que l'approche qualitative permet d'approcher les dynamiques internes, les motifs de l'action. Par exemple, les interactions entre jeunes et les policiers. Il y a une culture de masculinité commune aux deux groupes, sauf que le problème, c'est que la police a le monopole de la violence légitime, et donc c'est elle qui crée les PV.